الفلاحة التجارية والأمن الغذائي أفضل تثمين للقدرات الفلاحية. موضوع إذن فرضته المستجدات التي يشهدها القطاع والتي تتطلب انخراط الفلاحة في توجه أساسه التثمين بهدف تحسين تنافسية المنتوجات المغربية وتسجيلها بشكل قوي في المخطط الدولي للمبادلات التجارية. إذن الهدف من هذه الدورة السادسة لمناظرة الفلاحة هو فتح النقاش بشأن قضيتين رئيستين هما الأمن الغذائي والفلاحة التجارية، إضافة إلى عرض التجارب التي خاضها المغرب وخاضتها دول أخرى في هذين المجالين. الحديث عن هذه المواضيع وغيرها سيتم عبر مائدتين مستديرتين، الأولى تحت عنوان الأمن الغذائي ونظم الإنتاج والتسويق، هل هما معادلة ممكنة؟ والمائدة الثانية تحت عنوان نظم الإنتاج والتسويق، الفرص، الأدوار والفاعلين. نناقش إذن هذه القضايا وغيرها مع عدد كبير من صناع القرار السياسي من وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى وكبار رجال الأعمال في القطاع الفلاحي، إضافة لخبراء دوليين ومهنيي القطاع. وطبعا لإثراء النقاش سيكون عبر ملاحظاتكم ومشاركاتكم وأسئلتكم التي يمكنكم المشاركة بها عبر الرسائل القصيرة على الرقم التالي 06000008 والحواسيب المحمول أيضا التي توزع عليكم بعد قليل. إذا نبدأ بالمائدة الأولى، الأمن الغذائي ونظم التسويق، هل هما معادلة ممكنة؟ ودون أن أطيل عليكم أطلب من معالي وزير الصيد البحري والفلاحة المغربي السيد عزيز أخنوش أن يتفضل مشكورا. إذا لنبدأ النقاش. السيد معالي وزير الخارجية الإسباني الأسبق المستشار الخاص لبرنامج قطر للأمن الغذائي السيد ميغيل أنخيل موراتينوس، السيد مصطفى التراب الرئيس المدير العام للمجمع الشريف للفوسفات OCP، والسيد نمانغانغاغي رئيس التحالف من أجل ثورة خضراء بإفريقيا، والسيد عبد المجيد الخولي رئيس اتحاد نقابات الفلاحين بمصر، وأخيرا السيد غزافيي مولان رئيس الفيدرالية الوطنية للنقابات أو لنقابات الضيعات الفلاحية بفرنسا، فليتفضلوا مشكورين. إذا نبدأ النقاش حول هذه المواضيع. إذا الأمن الغذائي ونظم الإنتاج والتسويق، هل هما معادلة ممكنة؟ هذه هي الإشكالية الرئيسة في هذه المائدة الأولى. أذكركم أن المائدة الثانية ستكون بعد تقريبا مضي نصف ساعة من النقاش، وكذلك سنأخذ أسئلتكم التي ستظهر تباعا على الشاشات هنا في القاعة. ولكن قبل أن ندخل إذن في هذا النقاش أدعوكم إلى متابعة هذا التقرير. Je vous invite donc, mesdames et messieurs, à suivre ce reportage et on commence donc la première table ronde. Cette première table ronde, et je commence avec vous, Monsieur Moratinos. Donc, vous êtes l'ancien ministre des Affaires étrangères de l'Espagne. Après donc une brillante carrière diplomatique, vous avez montré de l'appétit pour l'agriculture. Et vous vous retrouvez aujourd'hui au sein d'une grande initiative, celle du Qatar, avec beaucoup de moyens, disons-le, la Qatar Food Security Programme. D'abord, quel est l'objectif de cette instance et comment procédez-vous dans un pays où le climat, on le sait très bien, les conditions donc, climatiques sont très difficiles et la main-d'œuvre se fait rare aussi?
Oui, merci beaucoup. Premièrement, laissez-moi partager mes remerciements et les félicitations à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, évidemment à mon cher ami le ministre marocain de l'Agriculture et de la Pêche maritime, à Saïd Al-Khanous, et à tous mes amis marocains et marocaines. Pour moi, c'est une grande satisfaction d'être de retour au Maroc, de retour à Meknès. Il y a 2 ans, j'étais en train d'essayer d'avoir la direction générale de la FAO. Bon, je n'ai pas eu les voies nécessaires et je me retrouve ici dans une nouvelle initiative où la sécurité alimentaire, comme vous avez pu constater, devient de plus en plus un enjeu, un sujet prioritaire et stratégique de l'agenda international. Ce n'est pas seulement les efforts qu'on a pu constater extraordinaires avec une réussite très très relevée du plan vert du Maroc, le plan national marocain qui s'inscrit dans cette nouvelle vision, cette nouvelle stratégie de poser la sécurité alimentaire comme élément clé de la sécurité globale des citoyens et citoyennes du monde. Mais c'est la sécurité alimentaire qui est inscrite aussi au G20. Jamais on n'avait pensé, imaginé que l'agriculture, le développement serait un élément essentiel dans les discussions, les débats internationaux. Et dans cette nouvelle dynamique, pour être court, parce que je sais que notre modérateur veut qu'on soit interactif, le Qatar, un pays du Golfe, avec 2 jours d'autonomie d'eau, avec 90% d'importation de produits agroalimentaires. Le président du Gabon parlait de 50-60% d'importation de produits agroalimentaires pour le Gabon. Le Qatar, 90%. Un pays que la géologie, la climatologie l'a fait riche en ressources de gaz et de pétrole, mais il l'a fait pauvre en ce qui concerne l'agriculture. Et pour contourner l'histoire, et pour s'affronter à ces nouveaux défis, ils ont pris une initiative internationale dont le Maroc est aussi un pays leader, de faire une alliance. Et une alliance, quelquefois, c'est un mot en termes politiques et diplomatiques négatifs. Bon, on a tous en tête l'alliance du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. C'est une alliance pour faire face à la sécurité ou une sécurité militaire. Mais là maintenant, on se pose la question, pourquoi pas faire une alliance pour avoir une sécurité alimentaire? Et c'est cette sécurité alimentaire que ce projet que le modérateur vient de demander, d'expliquer vraiment ici, nous permet de faire 4 choses. La première, c'est d'échanger nos politiques nationales en matière de sécurité alimentaire. Prendre par exemple le modèle marocain comme un modèle performant, qui réussit. Échanger des expériences d'ici et là. Est-ce qu'on doit investir davantage dans les importations? Est-ce qu'on doit investir dans le commerce? Est-ce qu'on doit investir dans de nouvelles ressources, de nouvelles technologies? Échanger de points de vue dans cette nouvelle politique commune des pays qui cherchent la sécurité alimentaire. Deuxièmement, ils veulent mutualiser et multiplier les efforts en matière de recherche et d'innovation. S'il n'y a pas de la recherche, s'il n'y a pas d'innovation, s'il n'y a pas vraiment de nouvelles technologies, on ne pourra pas faire face à ces défis, à ces enjeux de la sécurité alimentaire. Et ce triangle entre énergie, eau et alimentation, c'est le triangle parfait pour pouvoir mener à terme cet enjeu collectif que nous avons tous souhaité. Si on mutualise des efforts en matière de recherche, au lieu de dédier une petite partie chaque budget national pour atteindre ce but, on pourrait avoir en même temps une multiplication de résultats. Évidemment, les pays du Golfe, tous ils ont des capacités financières. Il faut faire la synergie avec ces capacités financières pour la recherche et les nouvelles technologies. La troisième et la plus importante, c'est l'assistance mutuelle. S'il y a une crise ou une prévention d'une crise, comment réagir avec la flambée des prix alimentaires, avec un désastre naturel, des inondations ou une secousse ou des tremblements de terre? On est tous à l'abri de cette situation qui affecte le changement climatique dans la planète Terre.
Pour cette prévention des crises et résultat des crises, les pays qui forment partie de cette alliance seront menés à mécaniser, à trouver de solidarité, une assistance mutuelle pour se mobiliser au cas où un pays se rend compte d'une crise majeure. Et finalement, il faut le dire, s'il n'y a pas de financement, s'il n'y a pas de ressources financières, c'est difficile de mener à terme une bonne stratégie. Et c'est pour cela que dans cet esprit novateur, cette initiative a suggéré de se concentrer dans des procédures nouvelles, des mécanismes innovants de financement pour pouvoir alléger le poids de l'État, le budget national qui sont déjà trop éléments. C'est pour cela qu'il faut faire des partenariats avec le secteur privé, il faut faire des partenariats avec les institutions existantes, il faut faire partenariat avec la société civile et faire une réalité ce que jusqu'à maintenant c'est une certaine utopie. Éradiquer la faim, travailler dans cet esprit, et c'est dans cet esprit que je crois que ces assises du Maroc nous lancent quelques idées, quelques pistes qui vont nous aider à travailler ensemble dans les prochaines décennies. Merci. شكرا جزيلا لك سيد موراتينوس. سيد مصطفى أتراب، أنت الرئيس المدير العام للمجمع الشريف للفوسفات المعروف اختصارا بLOCP. المجمع يعد من أكبر منتجي الأسمدة الزراعية في العالم، يواكب كذلك استراتيجية المغرب وأفريقيا في هذا الميدان. يبدو أن المغرب قد أدرك قيمة الفوسفات في تحقيق الأمن الغذائي، ولكن برأيك هل أدرك الفلاح الإفريقي بشكل عام قيمة الفوسفات في تحقيق الأمن الغذائي؟ Merci pour l'invitation, merci Monsieur le Ministre Cernouch et me donner cette opportunité. Effectivement, l'action de l'OCP en Afrique, mais aussi en appui au plan Maroc Vert, s'inscrit d'abord dans une conviction forte qui malheureusement mérite d'être rappelée parce qu'elle n'est pas toujours partagée, c'est que l'Afrique deviendra nécessairement une partie de la solution. On parle beaucoup de l'Afrique, malheureusement, dans des forums comme partie du problème, lorsqu'on parle de sécurité alimentaire. Nous avons la conviction que ce sera plutôt une partie importante et clé de la solution. Pourquoi? Quelques chiffres peut-être pour marquer un peu le débat. Il faudra, je suis sûr que vous connaissez tous ces chiffres, mais rappelons-les l'un après l'autre. Il faudra nourrir 9 milliards de bouches en 2050, c'est-à-dire qu'il est estimé qu'il faudra produire 70% de plus en termes d'alimentation. La surface des terres arables disponibles par habitant va décroître de 0,24 hectares par habitant à 0,12 hectares. Ce sont des chiffres qui font peur. En même temps, 80% des terres arables en Afrique ne sont pas encore exploitées. Le président nous l'a rappelé tout à l'heure en parlant du Gabon, mais c'est vrai pour toute l'Afrique, 80% des terres arables ne sont pas encore exploitées. Et les 20% qui sont exploités avec une productivité très inférieure à la moyenne mondiale. Pour en venir aux engrais, ça veut dire, par exemple, que l'agriculteur africain n'utilise qu'un sixième des engrais par hectare qui sont utilisés par l'agriculteur indien, par exemple. Alors, avec ces chiffres, c'est le fait que l'Afrique est un continent où vous pouvez placer, en termes de surface, la Chine, l'Inde, les États-Unis, l'Europe. On peut même encastrer un peu l'Argentine là-dedans. Il devient clair que l'Afrique fera partie de la solution. C'est une évidence pour nous. C'est pour ça que nous nous intéressons beaucoup à l'Afrique et à l'acheminement des engrais en Afrique en tant qu'intrant. Là, je suis aussi d'accord avec mon ami M. Moratinos. La clé, et s'il y a une clé de tout ça, et c'est d'ailleurs le pilier du plan Maroc Vert, c'est l'investissement. Sans investissement privé, mais aussi public, dans la production, dans la distribution et surtout dans l'innovation, il n'y aura pas de décollage. Nous, c'est ce que nous faisons en Afrique, on le fait au Maroc, en appui au plan Maroc Vert. Pour vous donner un exemple et un chiffre, nos ventes en Afrique
d'engrais sont passés en 4 années de 50 000 tonnes à 500 000 tonnes. Et là, l'ingrédient fondamental, ça a été, dédier des capacités de production d'engrais à l'Afrique, au marché africain. Encore une fois, ça semble une évidence, mais l'Afrique détient toutes les matières premières nécessaires à la production des engrais, que ce soit le phosphate, le gaz ou même la potasse. Mais l'Afrique, jusqu'à présent, dans une grande mesure, ne fait qu'exporter. Soit ces matières premières, soit même les engrais qui sont produits en Afrique sont exportés. Donc il est fondamental de pouvoir dédier des capacités en Afrique. Deuxièmement, il est fondamental que les distributeurs puissent comprendre qu'il y a justement des capacités qui sont dédiées pour leur donner une visibilité, leur permettre de diminuer le risque et d'investir eux-mêmes dans leur réseau de distribution et l'innovation, parce qu'il faut que ces produits soient adaptés pour éviter les problèmes environnementaux qu'il y a eu par ailleurs, que ces produits soient adaptés aux terres et aux cultures africaines. C'est pour ça, sans vouloir m'étendre, et j'en terminerai là, que nous accompagnons le marché africain, par exemple par la création de cartes de fertilité des sols, donc de l'innovation pour permettre de donner le bon engrais au bon agriculteur pour la bonne récolte. Voilà, merci. Merci, Monsieur Moustapha Taleb. On est en train de recevoir vos questions, donc qui sont en train de défiler en continu. Il y aura peut-être une question pour vous, Monsieur Moustapha Taleb. On en reviendra peut-être tout à l'heure par rapport à la volatilité des prix des matières premières. Mais avant cela, nous avons parmi nous aujourd'hui un grand diplomate aussi qui a eu l'appétit pour l'agriculture. Il s'agit de Monsieur Namanga Ngangi. Donc, vous êtes le cofondateur avec l'ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan, de l'AGRA, donc cette initiative, cet organisme qui a pour but de venir en aide aux paysans des pays africains pour le financement des projets leur permettant une meilleure valorisation de leurs produits et un meilleur accès au marché. Mais c'est bien, mais comment vous avez en fait réussi à faire rejoindre tous les pays africains et les faire mobiliser pour travailler leurs terres ensemble? Thank you very much for these questions. First of all, allow me a few seconds to thank the government of Morocco through the Minister of Agriculture for the opportunity to be here and to participate in this panel and this forum. It is wonderful. Thank you. And a little correction. The AGRA, the Alliance for a Green Revolution in Africa, was created by the initiative of two foundations, the Rockefeller Foundation and the Bill and Melinda Gates Foundation. And they recruited Mr. Kofi Annan to be chairman of the board, which he did voluntarily and very willingly, but he is not the creator, although he came up with an idea of having a green revolution in Africa. I personally joined the AGRA after 1 year of its creation, so I cannot take credit for its creation. But I think it was a very good thing to be created, because Africa, sub-Saharan Africa in particular, is very much lagging behind the rest of the continent in food production, and let me say in the agribusiness. In that the agriculture is still taken as a way of life, not a business. It's like a way of life. It is to convert agriculture, make it more professional, to make it into a business that AGRA was created to trigger a green revolution in Africa by tackling some of the key elements that are missing in African agriculture. First of all, the capital has been mentioned and finance, but that's almost secondary. First of all, you have to have the right inputs for agriculture, the seeds that will yield a production of about 4 to 5 metric tons per hectare instead of 1 metric ton per hectare, as is the case in most of Africa. Second, we have inputs like a colleague from Mr. Teraba from OCP has said. Africa consumes about 1/6 to 1/10 of the fertilizer used around the world. If Africa, which has the soils that have been very much degraded, because we are a very old continent, we have been very much weathered, if fertilizers are not used, it is almost like just mining the soil for the little nutrients that are left in the soil. And also,
there's no real connection between production and markets in most of African agriculture. So that putting together a structure of getting smallholder farmers to be organized in a way that they can access markets through farmer groups, through cooperatives, through entrepreneurs who are investing in rural areas so that they can buy and aggregate from smallholder farmers. That was the real contribution of AGRA in bringing in this. And lastly, finance has been mentioned. The African countries committed themselves to do 10% of their budgets to agriculture. But only 10 of them, more or less, have reached that 10% level of finance in agriculture. Which means we have to find other ways of mobilizing money from the private sector. And that is through the commercial banks and by having innovative ways of having credit guarantee schemes and government funds leveraging money from the private sector, banks. That's how AGRA was able to generate, in these last 3 years or 4 years, some $4 to $5 billion from commercial banks. Merci. Merci Monsieur Ngagi. Comme vous le savez, le Maroc a lancé il y a presque 5 ans le plan Maroc Vert. Comment, selon vous, ce plan, le plan Maroc Vert, s'inscrit dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Green Revolution in Africa? The Green Plan of Morocco is, I would say, exemplary in that it is tackling the key areas of which are lacking in organizing African agriculture. First of all, it is centered not so much on the large farmers. Large farmers also benefit, but also mostly on the smallholder farmers. How to get them to be involved as real entrepreneurs in agriculture, which I think that's a wonderful way to go. Secondly, Morocco is not the most blessed country in terms of rainfall. Okay, but a great effort has been made to harness water, to capture water, to increase irrigated land so that we can have a sustainable production system. I traveled, this is my second visit to Morocco, but I've traveled several times across the country. And you can see that the infrastructure that has been put in place, road infrastructure, facilitates agriculture, facilitates the development of agriculture in the rural areas. So that Morocco's grain plan, which is not only technical, it's also administrative and financial. And I think it is a plan that can be served as an example for a lot of countries in Africa, in fact, which is being copied in a country like Nigeria, in their program of NIRSAL, in a country like Kenya, in their programs with mobilizing financial resources, and many African countries that went through what we call the bread basket approach, which is really what is being developed here in Morocco. So I congratulations to the Minister of Agriculture and the government for that effort. Merci, merci Monsieur Namanga Ngangi. C'est votre deuxième visite au Maroc et ça ne sera pas sûrement la dernière. On a parmi nous Saïd Majid Al-Khouli, رئيس اتحاد نقابات الفلاحين بمصر. السيد الخولي يعرف نفسه على أنه مناضل يناضل من أجل حقوق الفلاحين الصغار في مصر. تعرف بشراستك في الدفاع عن الفلاحين الصغار في مصر سواء على الصعيد النقابي أو حتى داخل وسائل الإعلام الدولية. تبعنا لك نقاشات كثيرة في محطات تلفزيونية، ولكن برأيك هل يمكن اليوم تحقيق الأمن الغذائي دون الاعتماد على الفلاح الصغير؟ أنا هقوم أقف احتراما للشعب المغربي. بسم الله الرحمن الرحيم. تحيتي لجلالة الملك العظيم والسيد وزير الزراعة الذي فعل لم يفعله وزير الزراعة في مصر. أنا بعتبر نفسي من قاعدة الهرم. أنا اتحاد الفلاحين فقراء الفلاحين في مصر. لا يمكن تتعادل المنظومة في العالم العربي ولا في العالم إذا كان هناك جور أو ظلم. عندنا يقولوا المدفونة تكسر المحلات. إذن لما نتكلم إذا سكت الكلام البندقية اتكلمت. السيد وزير الزراعة عامل حوار بين تمثيلي لقاعدة الهرم وبين قامة من العلماء لم أصل لمستواهم بعد، ولكن في تقديري التوسع الأفقي والتوسع الرأسي والأمن الغذائي أو الأعظم السيادة الغذائية، لأن السيادة الغذائية نوعة الغذاء، لأن احنا محتاجين إنتاج
افضل وانتاج اعظم، انتاج ما فيهوش تلوث ولا كيماويات ولا مبيدات. النهارده الانسان المصري هو الثروه العظيمه. مصر بقيمتها وقيمه العالم العربي مهيئه ان تكون في طليعه العالم بالنيل والزراعه والصناعه والقيمة المضافة للزراعة في العالم العربي. نحن نصدر في مصر للأسف القطن بلا عمل إضافي، ورجعت لنا بذرة يسموها منزوعة الزغب. إذن القطن اللي كان عندنا والكتان اللي كان عندنا بكى أفضل مني عليه وهو بيرم التونسي. قال ليه تهزموني وأنا اللي عزكم باني، ده أنا اللي فوق جسمكم قطني وكتاني، وعزت يوم دفنتي ما لقتش أكفاني. إذا كان الفلاح في المغرب أو الفلاح في مصر ورجل الأعمال فنحن محتاجين لبعض. احنا بنضيف القيمة أو التنمية البشرية بتضيف القيمة المضافة. إذا أنا بضيف القيمة المضافة، إذا دورة رأس المال بتدور. دورة رأس المال لرجل الأعمال والفلاح والعامل. إذا أنا بنتج وصنع ولي علاقة بالمعرفة، لأن المعرفة في العصر اللي احنا فيه هناك ما يسمى بتغير المناخ، هناك ما يسمى بالزراعات النظيفة، هناك بطاطس فيها عفن بني أو زراعات لا تؤدي الغرض منها، هناك كمان الوقاية خير من العلاج، هناك بعض الزراعات اللي بالأسمدة الغير آمنة تؤدي إلى نتائج مختلفة. فأنا شايف في العالم العربي وفي مصر وفي المغرب تحديدا بقيمتها والحوار اللي بينها والعظمة اللي فيها والأرض اللي خضرة كلها هنقدر نوصل لاكتفاء ذاتي وأمن غذائي في العالم العربي. لأن ده قدامنا تحدي، احنا لينا أعداء في الداخل، لكن علينا النهاردة نبدأ حوار، لأن الحوار هو مهم جدا بين كل الطبقات، بين الفلاحين وبين العمال وبين العلماء وبين مراكز البحوث. احنا عندنا في مصر قضية شديدة الأهمية. أنا زرعت السنة اللي فاتت رز، وده بيسمى في المناطق الممنوعة منه الرز. الرز ده اسمه عراب 2 بيشرب كل 15 يوم. وده إذا أنا محتاج لاستنساخ أنواع من السلالات حديثة بتطور المجتمع وتطور الزمن، لأن كان الفلاح زمان بيقول سود والرب يجود. النهاردة بعلمائنا ورؤساء وزارات الزراعة مثل الأستاذ الفاضل اللي بيدعي حد من قاعدة الهرم، فأنا بقول النهاردة ما فيش حل في العالم العربي إلا حوار بين قاعدة الهرم وقمة الهرم، ومن هنا يبقى السلام الاجتماعي، يبقى هنا الحوار يزيد الانتماء، ما يبقاش عندنا لا جوعة ولا محتاجين، ونبقى احنا بكل علمائنا بكل مساحتنا نعمل على التوسع الأفقي والتوسع الرأسي، زيادة غلة الفدان وزيادة مساحة الأرض، وده موجود في العالم العربي. فأنا هتعلم من أساتذتي، ويعني أنا بالنسبة لي فلاح بسيط، لكن أنا بحب الوطن العربي جدا، وحاولت بكل الوسائل أصل عن طريق الفضائيات والإعلام إلى العالم العربي بقدر ما استطيع. فأنا شايف لازم نعمل حوار، نشارك. لو حد راح للطبيب بيسأله ايه وجعك ايه مرضك، فلازم يبقى الحوار، لان ده هيستمر وهيبقى لصالح كل الاطراف، رجال الاعمال والزراع والصناع، وان شاء الله الامل كبير في العالم العربي ووحدتنا. وشكرا. نعم سيد الخولي، تحدثت عن الفلاح البسيط، وانت من اشرس المدافعين عن الفلاح الصغير والفلاح البسيط، ولكن برايك ما هي العلاقه بين الفلاح الصغير وتحقيق الأمن الغذائي، سواء تعلق الأمر بمصر أو بالدول العربية بشكل إجمالي؟ العلاقة ببساطة إن إحنا لازم نفتح حوار، لأن إحنا عندنا ناس في القمة ما بتعرفش تعمل حوار، ونتيجة ده كان ثورة، والثورة هد والهد صعب. فلو إحنا استفدنا من تجارب الآخرين، لأن إحنا دايما زي ما قلت قبل كده المدفونة تكسر المحرات. النهاردة الفقراء في الريف دول مادة لعدم الانتماء،
دول جزء بيهاجر منهم ما بيرجعش، دول جزء منهم بيضعف إيمانه بهذا الوطن. وأنا شايف زي ما بقول على مصر: بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ظنوا بي كرام. إذا لازم الحوار، لازم الفلاحين في العالم العربي يبقى لهم علاج، لازم يبقى لهم تأمين صحي، لازم يزيد إنتاجهم، يزيد إنتاج الوطن، يزيد انتمائهم. إذا نحن قدامنا مهمة كبيرة جدا بعلمائنا وحكامنا، لازم الفلاحين يبقى لهم تمثيل في الوعي والمعرفة. لأن الفلاح كانوا بيصفوه دايما إن هو يعني فلاح ما يعرفش وفلاح بسيط. إزاي أنت تأمن تاكل غذائك من ايد واحد مش متعالج عنده كبد وبائي او عنده واليعوذ بالله سرطان؟ اذا انت العلاقه لو كنت راس مالي انا هحييك واقول لك دوره راس المال هتدور. على سبيل المثال عندنا في مصر 200,000 فلاح محكوم عليهم في السجن لبنك القريه لانه بياخد فايده استثماريه والفلاح مش مستثمر. إذا أنا بشوف هنا في المملكة بعد ما جيت مع الكونفدرالية وجيت مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي قوة موازية للحكومة بتناقش وتقول لها إذا هو الحل الوحيد الحوار المفتوح بين كل الطبقات، بين كل الحوارات، عشان نقدر نوصل للاكتفاء الذاتي ونقدر كمان نعمل على توحيد العالم العربي. احنا بيننا مشترك كتير، بيننا اللغة وبيننا الدين، واحنا عمرنا ما اختلفنا في العبادات لكن اختلفنا في المعاملات. اللي يحكمني يقول لي انا اكتر منك اسلامك هقول له كل من كفر مسلما فهو كافر. واحنا ايماننا بالله قوي وان شاء الله البلد دي فيها زي ما قال الرسول عظيمه وهتستمر. شكرا جزيلا لك سيد عبد المجيد الخولي، اذا رئيس اتحاد نقابات الفلاحين بمصر. يحضر معنا كذلك مناضل كبير، un militant. Je vais basculer cette fois-ci encore une fois en français, un militant, mais cette fois-ci pour le dialogue de la Méditerranée, l'intégration des pays du Sud dans la politique agricole européenne. Monsieur Xavier Belin, donc vous êtes le patron des agriculteurs français, président de la FNSEA, la Fédération des syndicats d'exploitants agricoles. Donc vous avez toujours milité pour l'intégration des pays du Sud dans la politique agricole européenne, malgré ce qu'on sait sur cette politique agricole. Mais est-ce que vous pensez que les subventions au secteur agricole ont souvent constitué un élément fondamental dans la politique de sécurité alimentaire? Bien, merci. Bonjour. D'abord, je voudrais saluer Monsieur le Ministre, Monsieur Aziz Arnouch. Merci de son invitation. Beaucoup de respect, évidemment, pour Sa Majesté Mohamed VI, dont je dois dire que sa volonté, son dynamisme, mais aussi sa vision stratégique par rapport à l'agriculture marocaine sont un élément certainement très important et fondateur, et c'est ce qui nous réunit probablement autour de cette table ronde. Alors, moi, je voudrais faire 4 réflexions. D'abord, dire qu'après mon collègue égyptien, et je voudrais m'appuyer là-dessus et le dire avec beaucoup de chaleur et de sincérité. Il y a 2 ans, nous avons réuni à Paris ce que nous avons appelé un G120. 120 délégations de tous les pays du monde, en tout cas des principaux, venus dire une semaine avant le G20 agricole l'importance de l'agriculture, de l'alimentation, mais surtout dire une chose très importante que je voudrais rappeler ce matin. Cette chose, c'est quoi? C'est que nous aurons besoin, nous avons déjà besoin, mais nous aurons besoin de plus en plus à l'avenir de toutes les agricultures du monde. Les besoins sont très importants, on l'a rappelé, la démographie, le réchauffement climatique, les ressources naturelles. Il y a beaucoup de challenges à relever, mais il y a une chose dont on peut être sûr, c'est que nous aurons besoin de toutes ces agricultures et surtout de toutes les formes d'agriculture. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, à travers les différentes négociations au sein de l'OMC en particulier, on a eu tendance à vouloir en quelque sorte harmoniser les agricultures. Nous pensons, nous, que c'est une erreur. Il faut au contraire sans doute régionaliser un peu plus l'agriculture, parce que d'abord l'alimentation répond aussi à une certaine culture, une histoire pour chacun de nos pays, chacune de nos régions, mais aussi parce qu'on ne fait pas d'agriculture partout pareil dans le monde. Et je crois que ce qui est important à travers le témoignage de notre ami égyptien, c'est qu'on peut à la fois avoir des petites agricultures, et ça n'a rien de péjoratif, des agricultures qui sont installées dans des milieux ruraux, qui font évidemment vivre beaucoup de personnes, qui génèrent une valeur ajoutée, sociale, économique, mais on a aussi besoin d'un agro-business. Et je crois que ces 2 formes, un peu extrêmes, on a tout autour de ces 2 formes, évidemment, d'autres formes d'agriculture qui peuvent cohabiter. Deuxième élément, ça a été dit, je n'insiste pas, nous avons besoin d'investissement. Je voudrais faire remarquer ici, à nouveau, que l'aide au développement
consacrée par les grandes institutions internationales sur l'agriculture est devenue peau de chagrin. On avait à peu près 20% de ressources publiques consacrées à l'agriculture il y a une vingtaine d'années. On est tombé à moins de 4% aujourd'hui. C'est beaucoup trop peu. C'est trop peu pour les infrastructures. C'est trop peu aussi, tout simplement, pour les facteurs de production. Quand on évoque la question des semences, des engrais, la question de la mécanisation, bref, il y a des questions très importantes sur lesquelles on a besoin d'avoir du soutien à l'investissement. Troisième élément qui, à nos yeux, est très important, c'est l'organisation des filières agricoles et alimentaires. Alors, moi, je viens d'un pays, la France, où c'est plutôt le monde agricole qui a organisé l'aval de la filière. Par des coopératives, par un certain nombre de structures, nous avons pris pied progressivement dans la transformation, dans la valorisation de nos produits. Je pense que dans des pays comme le Maroc, on peut aussi partir de l'autre bout de la filière, ce qu'on appelle aujourd'hui des agrégateurs, et c'est l'un des objets du plan Maroc Vert, pour, en amont, redynamiser la fonction productive de l'agriculture marocaine. Et de ce point de vue-là, ce qui se fait à travers le plan Maroc Vert est un exemple très intéressant. Tout à l'heure, une convention a été signée, par exemple, sur le domaine oléagineux. C'est une autre manière de dire, il y a une activité de transformation à un bout de la filière. Regardons comment une partie de l'approvisionnement de cette activité peut se faire localement, avec des moyens de production, avec de la formation, avec de l'innovation, etc., mais aussi avec des hommes et des femmes qui, eux, vont pouvoir trouver leur place dans cette filière. Et puis, quatrième dimension, et je voudrais un peu insister là-dessus, ça a été dit par les principaux intervenants, mais je voudrais à mon tour insister, c'est au fond la relation publique-privée. Je crois que jamais nous n'avons eu autant besoin de politique publique, mais jamais dans le même temps nous n'avons eu besoin d'autant d'initiatives privées. L'important, c'est de faire cohabiter les deux. S'il n'y a pas de politique publique demain, par exemple pour réguler un peu les marchés agricoles, pour faciliter l'investissement, pour participer à l'organisation de ces filières, si en face nous n'avons pas des investisseurs, des paysans, des industriels, des coopératives qui investissent dans l'aval de la filière, je pense qu'on aura beaucoup de mal à se retrouver. Donc, je pense que la relation publique-privée aujourd'hui me paraît être, en tout cas au regard de la question qui est posée, qui est bien la question de la sécurité alimentaire, l'un des enjeux qui peut peut-être, notamment dans les relations nord-sud et sud-sud, favoriser justement l'émergence de toutes ces agricultures dont nous aurons besoin demain. Merci, merci beaucoup Monsieur Xavier Dolin. Donc on reçoit toujours vos commentaires, vos questions en arabe et en français par texto et aussi par les tablettes. J'en choisis une par hasard pour Monsieur le ministre de l'Agriculture du Maroc. سيد عزيز أخنوش، هناك سؤال طرحه أحد المشاركين، أحد الحضور، يتعلق بالدعامة التي تتعلق بالأمن الغذائي. ما هي الدعامة التي برأيك تشارك بشكل فعال في الأمن الغذائي في المغرب؟ أولا نغتنم الفرصة باش نرحب السيد الوزير ديال الزراعة الجابوني والسيدة يعني الوزير المنتدبة ديال الفلاحة في الجابون، وكذلك السيد الوزير ديال النيجير اللي كلهم استجابوا للدعوة ديالنا. وإلا سمحتي بالنسبة للسؤال ديالك، أنا أولا نبغي نوضح أنه الإشكالية ديال الأمن الغذائي يعني ما يكونش المفهوم ديالها هو أنه يمكن لنا ننتجوا 100% من المنتوجات ونعملوا لوتوسيفيزونس. الأمن الغذائي يجب أن ننتجوا داكشي اللي عندنا المؤهلات ديالنا في البلاد ديالنا على حسب الإمكانيات والمناخ باش نقدروا ننتجوه، والباقي فهو يجب أن يدخل في واحد التداول تجاري عالمي. فعندنا واحد العدد ديال المواد اللي احنا فيها عندنا يمكن نستهلكوها داخليا وكنصدوها، ولكن عندنا واحد المواد اللي هو رغم المجهودات اللي عملنا فيها راه ما يمكنش يعني نجيبوا فيها 100% من الانتاج، يعني من انتاج الداخلي، خص ولا بدا شويه ديال لابورتاسيون. ولكن الاهم انه المستهلك يجب ان جميع هذه المواد توصل في مواد صحيه وفي اثمنه اللي هي مناسبه. السؤال ديال واش الدعامه الاولى ولا الدعامه الثانيه، كيظهر لي بانه هذا الفرق بين الدعامتين، حنا الوقت اللي تعمل وتنزل مخطط المغرب الاخضر، علاش عملوا جوج دعامات؟ لان كاين واحد الدعامه اللي هي ذات القيمه المضافه كتعرف تصدى وكتعرف تنتج وعندها واحد التجربه وعندها امكانيات، وكاين واحد الدعامه
الدعامه اللي هو الفلاح الصغير اللي ما عندوش الامكانيات، ما عندوش التمويل، ما عندوش العوامل ديال الانتاج، وما يمكنش نتجهوا ليه بنفس الاتجاه كما كنتجهوا للفلاح الكبير. فلهذا عملنا سياسه خاصه باش نتعاونوا معاه باش يكون دعم اكثر ديال الدوله ودعم اكبر الدوله. ولكن بلي غادي يبدا ينتج هذا الفلاح وبدا واحد العدد فيهم كينتجوا، بلي كيوصل لك الطماطم ولا كيوصل لك الخيزوري هذا بحال ما كتعرفوش واش جاي من الدعامه الاولى ولا من الدعامه الثانيه. ولكن الان المخطط المغرب الاخضر لانه اللي عمل واحد الوفره وغادي تكون وفره ان شاء الله في المنتوجات الغذائيه في السنوات المقبله. دابا اللي يعني الاكراهات المقبله اللي غادي تتم الدعامه الثانيه بالخصوص والدعامه الاولى هي التسويق والتثمين ويعني والتحويل ديال المنتوجات الفلاحيه، وهذا اللي خصنا نشتغلوا عليه يعني ان شاء الله داخل البلاد ومع المستثمرين باش نشوفوا كيفاش في الثلاث سنوات المقبله كيفاش نحولوا هذا الزراعه ديالنا لصناعه زراعيه والتثمين والاسواق الداخليه وتنظيم احسن الاسواق الداخليه وكذلك الاسواق الخارجيه. فالدعامه الثانيه هي لها دور كبير يعني في الانتاج الوطني وعندها مستقبل كبير وعندها ماشي هذا الدور ديال الامن الغذائي، عندها الدور كذلك انه هي جات في محاربه ديال الفقر، لانه الهدف اللي كنقولوا غادي نبدلوا 1,000,000 هكتار غادي نخرجوه من واحد الزراعه اللي ما كتعطيش قيمه مضافه ويمشي للزراعه ذات قيمه مضافه، يعني انه بغينا نحسنوا المدخول ديال هذاك الفلاح الصغير باش حتى هو يخرج من الفقر ويساهم بصفه فعاله في مخططاته الفلاحيه ديال البلاد ديالنا. شكرا جزيلا لك السيد الوزير. اذا ربما قد نختم بسؤال للسيد موراتينوس. يقول البعض ان قطر تستثمر في كل شيء تقريبا في الرياضه. Vous avez la traduction? Non. Donc, c'est pas grave, je vais poser la question en français. Donc, le Qatar investit un peu dans tout, dans le sport, dans le luxe, dans l'immobilier, mais aussi dans l'agriculture en Afrique et en Australie. Est-ce que vous pensez que l'agriculture sera aujourd'hui un espace d'échange? Oui, le Qatar a investi, surtout il investit au Barcelone. En France aussi. En France avec beaucoup de succès. Mais pour être sérieux, je crois que la grande vision de l'émir du Qatar et depuis du Golfe en général, du Maroc en particulier, des pays africains, ce qu'on a entendu toute la journée d'aujourd'hui, c'est vraiment pour la première fois, on reprend un sens de l'importance stratégique de la lutte contre la pauvreté et de la sécurité alimentaire. Bon, le Qatar pourrait évidemment, étant donné ses capacités financières, acheter dans le marché international et importer, comme il fait d'ailleurs jusqu'à présent, les denrées alimentaires qu'ils ont absolument nécessaires pour garantir leur sécurité alimentaire. Ils ont constaté la fragilité du monde que nous vivons. C'est vrai, c'est essentiel qu'il y ait un plan national, chaque pays, comme le Maroc, qu'on puisse aider à nos amis agriculteurs du fela égyptien. Mais soyons sérieux, aujourd'hui dans le monde qu'on vit, si on ne voit pas global, si on ne voit pas international, si on ne constate pas la fragilité de ce monde, on peut arriver à des circonstances difficiles. C'était le cas d'imaginer le Qatar tout puissant financièrement, de constater qu'ils ont une dépendance de 2 jours d'eau. Et après l'accident dans le golfe du Mexique, où une fuite de gaz de pétrole a pratiquement contaminé tout le golfe du Mexique, ils ont compris que ces plantes de désalinement pouvaient aussi être atteintes d'un désastre naturel. Et ce qui était au début, une réaction normale d'achat, vente, de commerce, ils ont constaté que c'était un enjeu vital pour le futur de leur sécurité. C'est dans ce sens qu'ils ont créé le
programme national de sécurité alimentaire, avec une stratégie à moyen long terme, avec une intégration régionale et internationale. Et c'est dans cet esprit international qu'il faut travailler. Il faut intégrer les différents plans africains, marocains, européens, asiatiques, évidemment de la région méditerranéenne, pour pouvoir ensemble faire face à cet enjeu majeur. On ne se rend pas compte. Il y a une question morale qui nous frappe tous les jours quand on se lève le matin, que 1 milliard de gens dans cette planète est affamé. C'est inacceptable. Dans ce siècle, le 21e siècle, qu'on ait encore 1 milliard de gens qui meurent de faim. Et en même temps, il faut développer l'industrie, la productivité, la production, l'agrobusiness, avec des investissements qui soient évidemment profitables pour tout le monde. Et cette dualité, cette dialectique, il faut la renverser. Et c'est seulement avec une vision politique, un engagement politique qu'on pourra le faire. Moi, je suis convaincu qu'on va le faire, mais il faut s'engager d'une façon sérieuse tous les jours pour faire une bataille contre cette insécurité alimentaire qui est et qui plane et qui est présente chaque fois de plus en plus. Merci. Merci Monsieur Moratinos. Donc je reprends une autre question du public. Il s'avère que c'est à Monsieur Tarab. Donc on revient à notre question de tout à l'heure concernant la volatilité des prix des matières premières agricoles présente un risque de plus en plus important pour notre sécurité alimentaire. De quels moyens dispose-t-on aujourd'hui pour mettre en place une politique préventive de hausse des prix? Ça c'est une question difficile. Parce que je pense qu'elle. Merci à vous. Je pense elle évoque deux phénomènes qu'il ne faut pas confondre. Un phénomène qui n'est pas bon, c'est celui de la volatilité des prix, parce que tout simplement, il enlève un indicateur important en termes d'investissement et de décision d'investissement. Avec l'autre phénomène qu'il ne faut pas confondre avec celui-là, c'est celui du niveau des prix, qui lui n'est pas nécessairement, si on réfléchit que le problème, je crois que ça a été évoqué, est un problème d'abord d'offre. Okay, la demande sera toujours là par définition, mais c'est un problème d'offre. Eh bien cette offre qui demande des investissements, le niveau de prix n'est pas nécessairement, un niveau de prix élevé n'est pas nécessairement quelque chose de mauvais. Prenez en compte que les matières agricoles, les matières alimentaires ont baissé de prix en termes réels, c'est l'une des rares matières, depuis 30 ans. Donc l'important c'est que ces prix et ce niveau de prix bénéficient aussi l'agriculteur qui est en bout de chaîne. Ça, ce n'est pas toujours le cas. Et il faut des politiques qui permettent à l'agriculteur en bout de chaîne de bénéficier de ces prix, de l'encourager lui-même à acheter des intrants, que ce soit des semences ou des engrais, et d'investir lui-même dans une meilleure productivité. Donc, maintenant, la volatilité, elle est due à deux phénomènes. Elle est due à un marché très tendu, avec des prix qui ont grimpé et une nervosité dans les marchés, à des stocks qui ont baissé énormément, et à ce moment-là, tout effet climatique, on a vu des sécheresses en Russie, des inondations en Inde, avoir un impact en termes de volatilité des prix. Là encore, c'est un phénomène qu'on peut gérer par des mécanismes. Merci Monsieur Mustafa Tarab. Donc on arrive à la fin de cette première table ronde. Je vous remercie tous. Merci à vous pour vos questions. On commence donc de suite la deuxième table ronde. إذا نواصل الحديث والنقاش في المائدة المستديرة الثانية حول موضوع نظم الإنتاج والتسويق الفرص الأدوار والفاعلين. Donc je vous remercie encore et je vous invite à rejoindre vos places pour commencer la deuxième table ronde. Merci.